Salut à tous, c'est Pangvachano, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec l'IPASCO. Ce coup-ci, on est sur le travail de l'ouvrage de Robert B. Stone, Vos pouvoirs extrasensoriels, que vous pouvez avoir aux éditions Somme le Hameau ou chez Lee quand elle est à Paris. On a vu déjà plusieurs éléments intéressants. On a fini sur la notion de canal. Et on va continuer petit à petit d'avancer sur l'ouvrage. Alors, là, j'avais pris le voyage mental d'une minute pour sensibiliser votre pouvoir. Ce que j'ai trouvé intéressant, donc ça, c'est le nom de son chapitre. Il parle d'une rencontre de quelqu'un qui s'appelle Walter Russell. Je n'ai pas cherché qui était Walter Russell, mais il va falloir que j'aille chercher. Tu vois, il disait que c'était un architecte. Oui. Ouais, c'est ça. Il disait un architecte diplômé d'État, de nombreux immeubles à son actif. C'est un physicien et co-découvreur de l'eau lourde, précurseur de l'âge atomique. Il réalisa des sculptures des 3 présidents. C'était un poète, un écrivain, un philosophe, un compositeur, un professeur. Bref, il était assez chaud quand même comme garçon. Et il dit à un moment, donc quand j'ai rencontré Walter Russell, il y a plus de 10 ans, je lui fis cette remarque. Vous devez avoir une foi démesurée. Il me répondit, je n'ai pas la foi, je sais. Et ça, je veux qu'on s'arrête dessus parce que c'est ultra intéressant, important, etc. Vous aussi, vous devez savoir. Vous devez savoir que vous faites partie de l'énergie, de la conscience supérieure, etc., etc., etc. Je trouve cette remarque particulièrement juste, propre, forte. La foi, ça nous amène à se dire, je fais un pari sûr. Je crois en. La foi ramène à la croyance. Croire. Mais ce n'est pas savoir. Savoir, il n'y a pas de doute. Le croire, il y a toujours un delta qui dit, je parie dessus. En fait, j'ai plein de choses qui m'amènent à y adhérer, mais je ne le sais pas. Il n'y a pas un truc sûr en moi. Il y a ce delta d'incertitude. Et je trouve que c'est très, 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 très pertinent, cette remarque dans cette partie du bouquin, de se dire, je n'ai pas la foi, je sais. Comment toi, comment tu abordes cette phrase-là? Comment tu la perçois? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'éveille? Justement, quelquefois, on ne distingue pas, mais là, c'est net et clair. Il y a ou la foi ou le savoir. Le savoir, c'est basé sur les choses qu'on a expérimentées, les choses existent, les choses qu'on accepte comme vraies. Pendant que croire ou bien avoir foi, c'est basé un peu sur je ne sais pas, mais je vais avoir foi. Et en fait, j'ai entendu des catholiques apparemment disent quand ils ne peuvent pas expliquer quelque chose et on demande est-ce que c'est vrai, les prêtres disent apparemment il faut avoir de la foi. Oui, on n'a pas les preuves, on ne sait pas. Exactement. Et il faut justement prendre un saut de foi et l'accepter même si tu ne sais pas. Mais là, c'est vraiment le contraire de savoir. Exactement. Nous, on a beaucoup de... C'est croire. D'ailleurs, on dit croire en Dieu. Hein. Oui. On ne dit pas savoir Dieu. Hein. En anglais, c'est quoi? C'est I believe in God, non? Oui, I believe in God. Tu vois, c'est intéressant cette notion. C'est pas I know God. Ouais, c'est ça. T'es pas dans la notion, dans cette notion-là. Or, dans la méthode, comment on l'aborde? Parce que dans la méthode, très souvent, si on cherche à ce que les apprenants, puis après les diplômés, prennent des points de référence, c'est qu'on veut qu'ils sachent. On ne veut pas qu'ils y croient. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de la méthode et c'est tout l'intérêt des questions et des doutes qu'on peut avoir dessus. C'est de dire, mettez en pratique, mettez en pratique, mettez en pratique. Parce que si c'est simplement y croire, je crois dans ma méthode, ça ne sera peut-être pas assez puissant. Ça sera plus intéressant de dire, je sais que ma méthode fonctionne. Mais au départ, tu es obligé de faire un pari. Donc, tu peux te dire, j'ai investi de l'argent, du temps, de l'énergie. Donc, je crois en cette méthode parce que j'ai déjà vu des petites choses, mais je n'en suis pas encore sûr. Là, je suis dans la croyance. Oui, alors que le savoir, tu sais que ça fonctionne. Toi, par exemple, tu fais, alors même si je ne fais plus rituellement parlant, tu fais le verre d'eau, comme on a fait la dernière fois, avec Laura, tu vois, où c'était amusant.
tu fais le truc et tu sais que tu auras une réponse. Et ta réponse n'est pas venue du tout comme prévu. C'était le mail qui a été envoyé sans que tu t'en rendes compte, etc. Mais à ce moment-là, tu sais, en fait, tu sais que ta méthode, tu sais que la méthode, ou tu sais que la technique, elle va t'amener quelque chose. Tu n'as pas de doute. Non, non. Mais ça, c'est pas exactement la même chose que croire en Dieu ou croire dans une religion. Parce que la méthode, c'est pas un système de croyance. Justement, à plusieurs reprises, on dit tu peux accepter ou refuser tout ce que je dis, mais on offre des techniques. Donc, une technique, comme tu dis toujours, on essaie soi-même. Et basé sur notre propre expérience, on sait que c'est vrai ou non. Donc, ça, c'est tout à fait un autre type de croyance parce que c'est beaucoup plus basé sur les faits, les expériences, ce qu'on a déjà vécu. Pendant que avoir foi dans une idée philosophique, c'est tout à fait autre chose. Bon. Mais l'idée pour nous est justement de permettre aux personnes de savoir. La méthode a cette idée-là, d'expérimenter, en tout cas pour qu'ils en fassent, eux, une expérience qui offre une résultante. Donc, là, dans cette notion, moi, ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est de se dire que lui, il parle là, à ce moment-là, de l'énergie de la conscience supérieure. Donc, il est vraiment sur une notion de vous connecter et vous faites partie d'un tout. Et c'est parce que vous faites confiance au fait que vous êtes un rouage de l'univers, etc., qu'il n'y a pas à croire en cette notion-là. C'est être persuadé que c'est et que ça arrivera. C'est comme vous dire, quand vous allez inspirer, expirer, vous savez que vous faites partie d'un ensemble et d'un écosystème et vous savez que ça va vous permettre de remplir vos poumons et de respirer. Il n'y a pas de croyance derrière, il y a juste des faits. Et c'est un peu l'idée qui est mise en avant dans cette notion. C'est quand vous travaillez sur des cas ou quelque chose, sachez que vous avez potentiellement les réponses au lieu de croire que vous pouvez l'avoir. Et ça peut être intéressant. Le fait et après, la répétition va faire que vous allez avoir la confiance dans le savoir. Mais le savoir, d'ailleurs, c'est intéressant. Je sais, c'est un savoir. Un savoir, il peut y avoir un apprentissage. Je ne sais pas si la croyance, il y a un apprentissage. Est-ce qu'on apprend à croire ou est-ce qu'on croit sans croyance, alors que le savoir, on ne peut pas savoir sans apprendre? Ah, ok. Donc, dans le terme de foi, justement, on peut. C'est vraiment, on dit en anglais, a leap of faith, un saut de foi. Donc, ce n'est pas basé sur l'expérience du tout. Il faut vraiment faire une sorte de lâcher prise et dire, OK, je ne peux plus faire moi-même. Je crois que j'ai foi. Donc, c'est autre chose. C'est vraiment plutôt un état d'esprit qu'un entraînement. Je crois. Ouais. Je crois. Ouais, mais tu vois, tu crois. Mais tu ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé que cette petite partie-là, elle est hyper pertinente et intéressante à prendre en compte. Oui, mais j'avais jamais entendu cette citation de Russell. Moi, j'aime beaucoup aussi. Pas de la foi, je le sais, oui. On peut dire quand même il y avait certains mystiques qui savaient Dieu. C'était une expérience personnelle, mais pour la plupart de nous, c'est la foi, quoi. Oui, c'est ça. Il y en a des mystiques ou autres qui vont avoir un discours à dire non, mais c'est quoi. De toute façon, ils ont même plus de doute. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute parce que leur expérience mystique, justement. Mais alors, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'on revient sur le rapport subjectif-objectif. Leur rapport subjectif, ce qui passe là et ce qu'ils ont vécu en interne, supplante l'objectif et donc ramène à l'objectif, le quotidien, quelque chose de certain dans ce qui se passe et ce qui va se passer. Ouais. Et on est à nouveau dans purement cette logique, si on regarde la sémantique de Stone, dans cet élément métaphysique. On est dans ce moment et cet élan métaphysique où le subjectif va influencer la perception qu'on a du réel commun, mais en étant persuadé que maintenant, tout vient de Dieu ou tout a un sens ou tout est ce qui arrive là est bon parce que de toute façon, ça fait partie du grand architecte ou qu'importe la sémantique que chacun va proposer. En fait, ça m'avait pensé à José Silva quand il enseignait le cours. Il y avait beaucoup de techniques qu'on pourrait expliquer, mais la télépathie, le travail des cas, la perception distance, c'était toujours un peu mystère, etc. Mais franchement,
quand tu vois les vidéos de José, et comme moi je l'ai vu évidemment, parler de ça, c'était pas du tout, je crois que c'est possible. Je le sais. Je sais que nous avons cette capacité. Et maintenant, justement, vous allez travailler dessus pour montrer que vous l'avez. Ouais. D'ailleurs, là, je suis en train de me dire. C'est pour ça que tout son travail était vraiment basé sur ça. Il savait que pour lui, c'est une certitude qu'on avait cette capacité. D'ailleurs, tu vois, ce que ça me fait réfléchir à. Tu as l'impression que tous les personnes beaucoup de personnes qui ont réussi à avoir du monde derrière, qui ont réussi à galvaniser des foules, des pensées, c'est des personnes qui sont beaucoup dans je sais. C'est une certitude. Tu vois, vu que l'être humain n'aime pas l'incertitude, que la croyance, qu'on le veuille ou non, il y a une incertitude. Quand quelqu'un te fait croire ou croit réellement ou sait réellement les choses, tu ne sais pas s'il y croit ou pas, mais devant le fait qu'il le sache, ça t'apaise vachement parce que tu dis lui il sait, donc tu peux suivre celui qui sait bien plus que celui qui croit. Parce que celui qui croit, il pourra douter comme toi tu crois à un moment donné et parfois tu crois moins. Donc les notions, et tu le vois beaucoup dans nos milieux de la thérapie ou dans le milieu dev perso, tu vois beaucoup de personnes qui sont parfois même un peu, ils font un peu peur parce qu'ils sont persuadés que ce qu'ils disent, c'est la vérité et ils savent. Mais après, est-ce que c'est une croyance qui s'est cristallisée dans un savoir? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est un savoir? C'est compliqué. Et c'est là où tu peux, dans ce côté mystique, dans ce côté qui est quasi mystique, tu peux au bout d'un moment te dire mais comment tu peux être aussi sûr de ça? Mais vu que c'est que subjectif, lui, il ne pourra pas te dire autre chose que ce qu'il sait subjectivement et plus du tout ce qu'il sait en commun. Et c'est là où parfois il peut y avoir des dérives et des problématiques. Mais c'est intéressant. Dans le cas de José, il s'est mis en route pour le prouver en formant justement des gens comment le faire. Il a formé ses enfants. Il était en grande contradiction avec Dr. Ryan. Qui faisait télépathie, qui croyait que uniquement certains individus. Donc, José dit non, je sais que tout le monde a cette capacité et je vais les prouver en montrant que je peux former n'importe quelle personne pour être clairvoyant. N'importe quelle personne. C'est ensuite des techniques et en pratique. C'est ça. Mais c'est en ça où je reviens sur la notion de savoir. Je pense que le savoir est validé parce qu'il y a la possibilité d'un apprentissage et d'un enseignement. Alors que la croyance, comme tu dis, c'est un bon, c'est une sensation, c'est une attraction, c'est un appel. Il peut y avoir plein d'éléments dans la croyance qui fait que tu crois en quelque chose. Mais le savoir, ce que je trouve intéressant, c'est que il peut être partagé, il peut être limite redéveloppé et dupliqué. Tu vois, il y a cette notion où le savoir, logiquement, si toi tu sais quelque chose, que tu m'enseignes ce que tu sais faire un gâteau. Moi, je ne sais pas faire le gâteau. Tu m'enseignes comment faire le gâteau. Logiquement, même moi qui suis nul en cuisine, si je suis exactement ton savoir, après, j'aurais peut-être pas le coup de main, j'aurais peut-être pas certains éléments, mais si je suis ton savoir, logiquement, je vais commencer à réussir à faire quelque chose qui est potable. Et cette idée, dans la croyance, tu l'as pas. C'est pas parce que tu crois que tu as la bonne recette que vu que tu ne sais pas comment tu le fais, mais tu as le feeling de te dire, ouais, non, mais je pense que ça devrait être bon en rajoutant ceci ou cela, tu sais, comme le font certains qui sont très doués en cuisine, mais qui sont inaptes à t'expliquer comment ils font la cuisine. Ils sont beaucoup dans cette espèce de feeling, de sensation, d'éléments subjectifs, mais que, en fait, c'est pas un savoir, c'est non, mais je le sens, non, mais je sais que là, il faut que j'arrête, là, je sais que la cuisson est bonne et tout. Toi, tu fais, non, mais c'est pas logique ce que tu me dis. Et tu vois, je pense qu'il y a cette différence entre la croyance et le savoir qui est à prendre en compte. Et le fait de savoir, peut-être un des éléments intéressants, c'est est-ce que je peux, comme l'a fait José, dupliquer, répéter, faire en sorte que tout le monde puisse avoir le même résultat, ou en tout cas quelque chose qui s'y approche. On va garder ça en suspens. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous voyez entre la différence entre la croyance et le savoir. Alors, là, c'est dans un chapitre qui s'appelle « Comment former ». Ah ouais. Alors voilà, là, on commence à rentrer dans les trucs où on vous a prévenu à la vidéo 1 comment transformer les ennemis en amis et gagner l'appui des adversaires. Donc, bon,
dans l'absolu, il y a vraiment il y a rien de méchant. Il dit pour améliorer vos relations avec un adolescent difficile, une commère malveillante, un voisin bruyant, un opposant des projets culturels ou sociaux, un concurrent immoral, un collègue de travail déplaisant. Ça, il n'est pas en train de modifier la planète. Et ce que j'ai bien aimé, c'est donc il revient à cette notion de supraconscient, de conscience universelle, etc. Jusqu'ici, nous avons dit que la lumière était chaude. Alors, dans les exercices qu'il propose, il dit à un moment, il fait comme un hyper-ampéria. Il fait s'élever la conscience, voir de plus en plus autour de toi, le ciel, la planète, etc. Puis redescendre avec la lumière à l'intérieur de toi. Donc, il parlait de lumière chaude et agréable. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. L'ingrédient le plus efficace que vous puissiez ajouter, c'est l'amour, avec un grand A. Alors, j'aime bien l'idée. Le problème, c'est l'amour, comment tu le définis? Parce que l'amour avec un grand A, c'est sympa, mais comment il va être défini? Et je trouve que dans un moment où il dit, bon, bah, tu es en train de te connecter à un tout, à un univers, etc., et que derrière, tu dis, tu dois te connecter à un amour, oui, mais un amour de quoi? Universel, absolu, total, divin, angélique, je ne sais pas, après on pourra utiliser plein de mots. Comment on sait à quel amour il va falloir s'adapter et qu'est-ce qui sous-entend dans la notion d'amour? Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais complexe, parce que chacun a sa vision de l'amour. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, il dit, si maintenant l'amour est trop éloigné de vous pour que vous puissiez agir, essayez de donner à votre lumière les qualités suivantes: compréhension, empathie, entente, communion, harmonie, paix. Et tu vois, je trouve que c'est très intelligemment tourné, parce que tu peux utiliser le mot amour. Et il y a plein de gens qui vont dire, ah bah oui, l'amour, mais tu ne sais peut-être pas comment l'utiliser d'un point de vue métaphysique. Dans ton alpha, comment tu vas dire, tiens, je vais dans mon laboratoire et puis je suis rempli d'amour, ok, ou je envoie de l'amour aux gens, ok, mais c'est quoi? Il y en a, ils vont pas forcément savoir. Et je trouve que ouvrir sur des alternatives, compréhension, empathie, entente, communion, harmonie, paix, après on peut en ajouter plein, c'est une très très bonne idée. Est-ce que, là, tu vois, comme ça, j'ai pas mémoire que la notion d'amour soit particulièrement mise en avant dans la méthode Sylvain. Amour à Non, c'est plutôt à faire une meilleure planète, rendre service aux autres, résoudre des problèmes et ne parler pas beaucoup ce mot amour comme beaucoup de métaphysiciens, justement, comme si l'amour en elle-même, c'est une force, quoi. Et franchement, je crois que c'est bien, parce que je crois que le mot amour a été tellement utilisé dans tellement de sens différents que ça a perdu un peu l'impact. Et c'est pour ça, justement, que les autres mots, compassion, union, harmonie, etc., ça aide à comprendre un peu. Ouais. Et puis, puisque je viens juste de faire Supermind, tu te rappelles la définition d'amour que Bert donnait? Parce que comme il disait, tu as amour, tu as Eros, tu as Agapos, tu as tout d'amour. Effectivement, c'est tout. Et vraiment, il dit, mais il faut trouver un mot pour l'amour où tu peux aimer Dieu, tu peux aimer ta femme, tu peux aimer un sandwich. Et c'est tout simplement avoir un point de vue positif. Donc, si, quand tu regardes un sandwich, tu as un point de vue positif, on peut dire que tu l'aimes, etc. Et c'est vraiment basique, quoi, mais ça peut contenir tout. Donc, en fait, si tu envoies l'amour à quelqu'un, que tu les vois d'un point de vue positif, tu vois leurs bons points, tu ne vois pas que leurs erreurs ou leurs fautes, etc. Et bien qu'on peut expandre dans beaucoup de directions, moi, je trouve ça, c'est une très bonne définition de l'amour, quand même. Et très simple et très simplifié. Ouais, en fait, c'est simple et c'est applicable. Parce que la problématique, c'est que parfois, on a l'impression que ce n'est pas applicable. Cool. Dans un autre chapitre, vous pouvez même créer des changements chez les chats et les chiens et vous débarrasser d'insectes envahissants. Ouais, il parle de tout, hein, c'est plutôt sympa. Il revient un moment sur la notion d'amour, j'ai bien aimé. Si c'est difficile de ressentir de l'amour pour d'autres gens, comment peut-on ressentir vraiment de l'amour pour les animaux et même les insectes? La réponse est probablement que vous ne pouvez pas. Mais si vous comprenez que toute vie est la même énergie de conscience s'exprimant de manière différente, alors vous tenez le bon bout de l'écheveau. Donc, c'est pas mal cette idée de dire,
ça fait partie d'un macrocosme, ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'un élément. Et peut-être que j'aime pas l'araignée qui passe, mais au bout du compte, ça fait partie d'un ensemble que je respecte. Et donc, c'est une énergie de conscience et ça peut donner la possibilité d'apprécier, c'est beaucoup dire, mais de tolérer le fait qu'il y ait des insectes, etc., même quand on en a peur. Et donc, il donne l'image du fait qu'il discute avec les insectes pour pas qu'ils reviennent chez lui. Moi, c'est un truc que je fais depuis des années, parce que chez moi, je laisse tout le temps les fenêtres ouvertes, et donc j'ai plein de petits insectes. Et j'ai des araignées et tout qui squattent, et je leur dis, les gars, vous avez 48 heures pour déménager. Parce que si je vous vois au bout de 48 heures, alors moi, je ne suis pas très sympa, hein, je vous tue. Eh bien, ça fait des années, je les vois passer. Et je ne les vois plus après. Alors, elles se sont peut-être cachées, hein, mais elles ne sont plus au vu. Et ce qui est drôle, c'est qu'une fois, j'ai testé, j'ai eu pas de bol, j'ai eu des. Moi, je suis au 5e, hein, donc avant que j'ai des fourmis, c'est qu'il s'est passé pas mal de choses. Et j'avais plein de fourmis chez moi. Et je les ai regardées, j'ai dit, les gars, vous avez 48 heures pour dégager, je ne veux plus vous revoir du tout, je ne veux pas en voir une chez moi. Et bien, en 24 heures, je n'avais plus personne. Et je me suis dit, ça marche, je parlais à des insectes, ils sont cool, ils ne restent pas. Alors qu'en général, des fourmis, quand c'est là, c'est dur à enlever. Hein. Et j'avais trouvé ça assez drôle et j'étais parti sur ce postulat-là à me dire, tiens, tu sais, j'avais fait communication animale en plus des années avant et je me suis dit, tiens, moi, je vais utiliser ça pour voir si. Alors après, c'est peut-être encore un lien de cause à effet complètement absurde, mais c'est drôle que j'ai pensé à parler avec et que ça parte et qu'à chaque fois, les araignées, c'est la même chose, je ne les vois plus après. Et après, est-ce que je rentre en échelle numéro 5, hallucination négative? Peut-être, mais je réponds à la suggestion en tout cas. C'est assez amusant. Non, je peux dire que je venais juste de rencontrer Michael et il avait éliminé toutes les fourmis de la maison en 24 heures en faisant exactement la même chose. Et moi, j'ai tenté la même chose aussi chez ma sœur en Australie et franchement, ça marche à merveilleux. Ah ouais, parce qu'il faut voir que les fourmis en Australie, elles font la taille d'un bras comme ça, elles sont énormes. Pas tous. Tout n'est pas énorme en Australie, mais tout est dangereux. Donc, tu leur parles gentiment. Tu dis, ouais, tu peux partir, s'il te plaît, de chez moi. Merci. La grosse araignée, là. Non, je veux pas. En fait, on les a offert quelque chose à l'extérieur pour manger, pour vous qu'ils partent. Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez trouvé plein de choses sympas à l'extérieur. Ouais. Oui, c'est sûr. Je pense que réussir à faire ça en Australie, c'est une bonne chose. Très, très bonne chose. Vu toutes les bébêtes que j'ai vues dans ton pays, je vais non, c'est pas un pays où tu as envie d'aller. Hein. Il y a trop de bébêtes dangereuses. Alors, attends, ça, c'est dans quel chapitre? Dans le chapitre « Comment développer votre pouvoir de métaphysicien pour gagner les prix réellement importants de la vie ?» Alors, ouais. Pourquoi j'ai mis ça en avant? Attends. La relaxation du corps de plus en plus profonde, la relaxation de l'esprit, la visualisation de plus nette. Ouais, non, on s'en fout. En fait, c'était quelques éléments où il disait à mesure que vous allez travailler en alpha, vous allez développer de plus en plus de qualités et de compétences. Être mieux relaxé. Tu parler de l'idée de gagner un prix alors. Ouais, non, je vais pas. Je vais laisser chacun trouver dans le bouquin où est-ce qu'il en parle. Mais il revient sur comment travailler avec Dame Chance et tout le monde. Je vous laisserai ça. Les 3 niveaux de bonne fortune. Bien, je vais quand même vous donner quelques trucs auxquels vous pouvez maintenant prétendre. Vous pouvez identifier 3 sources fondamentales de ce que l'on appelle la chance. L'état psychologique, l'état permettant la chance d'arriver et les circonstances épiques. Alors, et puis, ouais, tu sais, des circonstances incroyables qui peuvent amener quelque chose comme gagner au loto ou avoir quelque chose que tu Donc, j'aime bien sa notion, ces 3 éléments-là. Il faut que tu aies un travail sur un état psychologique, un état, on revient toujours sur la même chose, hein. On est sur désir, croyance, attente positive. Un état psychologique, c'est la notion de désir. J'ai un état psychologique qui me permet d'être orienté vers quelque chose de positif. Un état permettant à la chance d'arriver, c'est la croyance. Je crois que la chance peut arriver et je me donne la possibilité de. Et les circonstances épiques, j'attends et j'accepte que ça puisse arriver n'importe comment, même si c'est
tomber sur un billet de loterie gagnant alors que ça n'arrive à personne, jamais. Tu vois. Donc, et là, il précise un peu, j'aime bien, votre personnalité doit être dans un état positif. Il doit y avoir de la place dans votre vie pour dame chance. Vous devez être en accord avec la conscience supérieure. On est pile poil dans ce qu'on connaît, ce qu'on a vu et ce que vous faites quand vous faites les 3 doigts, cette réunion-là, où on a désir, croyance et attente positive. Donc j'aime bien, c'est une autre manière de l'aborder, mais on reste toujours sur cette triptyque qui est vraiment efficace, efficiente et que vous pouvez, vous, utiliser dans tous les domaines de votre quotidien. Gardez toujours en tête, quel est mon désir, à quel niveau j'ai de désir, est-ce que j'ai vraiment envie, oui, non. Est-ce que je crois que je peux y arriver, est-ce que je crois que les événements vont aller dans mon sens, oui, non. Et j'agis et j'attends toutes les possibilités qui me ramènent à me dire que c'est OK et que ça fonctionne. Et après, c'est savoir que ça va fonctionner. Le tout, c'est de savoir comment ça va arriver. Ou attendre comment ça va arriver. Bon, ça, j'ai trouvé que c'était assez cool. Et le dernier petit point, et en plus, on est pile poil dans les temps. Oui, ça, j'ai trouvé très sympa. Je ne l'ai pas vu souvent. Voici les 5 principaux blocages qui appellent la malchance au lieu de la chance. Qui pourra amener du négatif. L'anxiété et les soucis, c'est à cause de tensions corporelles, la coordination des muscles, de l'efficacité mentale peuvent être affectées, la bonne santé est altérée. D'habitude, le système digestif est touché en premier, mais à peu près toutes les parties du corps sont sensibilisées. Bon, l'anxiété et soucis, logique. Deuxième chose, la peur. On retrouve des classiques. C'est le blocage le plus insidieux de tous. Remplacez la peur par l'intrépidité et vous changerez votre vie. Les autres personnes perçoivent votre peur, même les animaux le peuvent. Vous communiquez votre peur, vous devenez une proie. 3. La haine de soi. Vous vous accablez de reproches ou de mépris ou de récrimination. Inconsciemment, vous cherchez la punition. Certains en mangeant trop, d'autres en buvant trop ou en ayant un comportement excessif dans d'autres domaines. 4. Le pessimisme. Vous attendez si peu le succès que vous prouvez à vous-même en échouant que vous avez raison. Vous avez peu d'espoir d'avoir des lendemains qui chantent alors que le monde se sent contraint d'agir dans cette direction. Et enfin, image limitée de vous-même. Vous n'avez pas une haute opinion, ça peut ramener un petit peu à la haine de soi. Vous n'avez pas une assez haute opinion de vous-même. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir suffisamment dans la vie. L'image limitée que vous avez de vous limite vos réalisations. J'ai trouvé que c'était bien amené, bien pensé. Anxiété, peur, on est dans les notions émotionnelles. Haine de soi, pareil. Pessimisme, on sait tout le dialogue négatif, peu constructif qu'on peut avoir. Et image limitée de soi, ce qu'en hypnose, PNL et autres, on appelle les croyances limitantes. Cette notion qui nous fait, vous connaissez certainement, mais c'est le plafond de verre qu'on met aux puces qui peuvent sauter très haut et au moment où on l'a mis et qu'on l'enlève, au bout d'une semaine, les puces ne sauteront plus jamais, jamais, jamais au-delà du plafond qu'on avait mis. Ils ont la croyance que sinon ils vont se faire mal, ou en tout cas avoir un retour qui est désagréable. J'ai trouvé que ça, c'était intéressant à prendre en compte et ça peut être pour nous, Sylva, une idée de se dire OK, qu'est-ce que je peux travailler sur moi, mémoire de l'esprit, quelle est mon anxiété? Bon, ça, on travaille en alpha. La peur, ça peut être intéressant de voir comment vous bossez dans votre labo, etc., etc. La haine de soi, ça, je pense que c'est vraiment important sans dire que vous allez vous adorer, mais arrêtez de vous haïr. Il ne faut pas aller dans un extrême forcément, mais arrêtez de vous détester. Et dès lors, la haine de soi, ça amène du pessimisme sur soi et sur les autres, et une image limitée de soi, parce que c'est un lien de cause à effet, donc c'est assez normal. Et ça peut être intéressant à travailler avec vos conseillers, en labo, avec le miroir de l'esprit, même sur un cas de vous-même. Vous pouvez prendre le cas de vous négatif et travailler sur le vous pour voir comment vous rendre un peu plus positif, un peu plus aimant ou aimable pour vous-même, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de pertinent et sympa comme perception de capter ces déblocages qui peuvent être très, très, très récurrents. Ça te parle, toi, ça? Oui, ça parle beaucoup. Et effectivement, souvent, quand on fait le miroir de l'esprit dans le cours,
alors, évidemment, moi, j'ai les yeux ouverts parce que j'ai l'exercice ou bien, et je regarde les gens. Et là, je peux vraiment presque prédire s'ils vont avoir une réussite parce qu'il y a des gens qui programment. Ils sont supposés être en alpha, mais ils programment et je vois carrément comme ça. Mais vraiment. Donc, il y a anxiété, et effort, il faut que ça marche, pendant que d'autres sont là en faisant comme ça. Et ceux qui bougent, j'ai eu une diplômée qui utilise toujours les mains, qui a été tellement inspirée par ces vidéos de Isabelle, qu'elle est en train de programmer avec le miroir et je le vois en train de faire littéralement pendant qu'elle programme. Donc là, il n'y a aucune anxiété ou pas. Il y a juste, waouh, en fait déjà comme si on a réussi. C'est chouette. Donc, pensez bien à ça, bossez sur ces petites choses toutes simples pour vraiment vous donner de la chance, des opportunités et surtout pour expérimenter des choses qui sont plus positives pour vous. Le but, c'est pas que vous soyez parfait. Le but, c'est que vous soyez assez à l'aise avec vous, assez détendu, relâché, relaxé pour vous donner la possibilité de croire en vous, de croire dans ce que vous faites et après savoir que vous êtes capable de faire les choses, savoir que vous allez réussir à programmer, savoir que vous allez avoir des retours positifs, constructifs, peut-être pas de la forme que vous attendez, mais qui iront dans le sens constructif que vous aviez en tête initialement. Voilà pour cette partie et on recommencera la semaine prochaine. On a encore pas mal de choses à voir. Je continue à vous inviter à lire le bouquin. Il est sympa, vous verrez, il y a pas mal d'exos et il y a plein d'exos. Vous pouvez le faire sans aucun problème au niveau Sylvain. C'est vraiment, en gros, le début, c'est la méthode de 3-1. Après, vous savez le faire, vous pouvez le faire soit sur votre écran mental, soit vous pouvez aller dans votre labo, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire tous les exercices facilement en suivant juste les idées clés et vous verrez, il y a des résultats qui peuvent être très sympas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai le temps? Non, j'allais juste dire que pour José Silva, tout ce qui était PES, en fait, pour lui, c'était tellement partie de sa vie et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, mais en fait, il était souvent cherché par la police, mais justement en privé, parce qu'ils avaient besoin d'informations à plusieurs reprises. Et moi-même, j'ai participé à la Redo à des moments où on nous a donné des cas de missing people, donc les gens qui étaient disparus, pour demander mais où sont-ils passés? Vraiment comme si, justement, ils étaient des médiums consultants de la police. Donc, je trouve que ça, c'est important qu'on considérait que c'était pas simplement woo-woo, c'était vraiment un outil pour aider résoudre un crime, découvrir où étaient partis des gens qui ont disparu, etc. C'était vraiment fascinant. C'est le genre de choses que vous pouvez tester, ça ne vous coûte rien. Et là encore, si vous n'avez pas de résultat, c'est pas grave, continuez. Vous voyez, de toute façon, ça vous prend 5 minutes, vous testez, vous voyez, amusez-vous avec ça. Là encore, ne créez pas du stress, vous ne mettez pas dans des états émotionnels pourris. C'est juste marrant. C'est marrant à tester, c'est marrant à voir. Là, je viens de recevoir un colis, je ne l'ai pas encore cherché. Et c'est Sonia qui me l'a envoyé. Donc, elle m'a envoyé un colis et elle me dit, ouais, tu l'as reçu? J'ai dit non. Puis j'y ai pensé ce matin, je me suis dit, tiens, ça peut être quoi ce qu'elle m'a envoyé? Bon, j'ai eu un flash tout à l'heure, j'ai fait, ah bah ça doit être ça. Je lui envoie un message, je dis, bah je ne l'ai pas encore, mais j'imagine que c'est ça. Elle me dit, ouais, t'as bon. Tu vois, et je m'amuse en fait, tu t'amuses juste à te dire. À deviner quoi, oui. Exactement. En fait, comme quand on était enfant, à quoi je pense? Je m'amuse à deviner. Parfois tu vas être bon, parfois tu vas pas être bon. Et c'est pas grave, ne vous mettez pas une pression, on s'en fout. Pareil, je reviens sur les cas, c'est pas grave si c'est pas waouh, incroyable. Il y a des moments, ça sera waouh, incroyable. Il y a des moments, ça ne sera pas. Ce n'est pas grave. Foutez-vous un peu la paix, soyez cool, amusez-vous, prenez tout ça comme des outils amusants, drôles, des expériences de vie, des choses que vous pouvez mettre dans votre quotidien pour peut-être un peu vous alléger, vous rafraîchir l'esprit et prenez du plaisir au travers de tout ça. Oui. Et rester un canal de plaisir, de bonheur, de bien-être, comme ça permet à d'autres personnes aussi d'en profiter. Voilà. Je rappelle, en juin, il y a Ultra à Paris. 10 et 11 juin à Paris, voilà, en présentiel. En présentiel, n'oubliez pas de réserver. D'ailleurs, il faut que je réserve. Évidemment, moi, je serai là, oui.
C'est où? C'est au Campanile. Au Campanile, oui, pour l'Italie. Et à partir de septembre, il y aura il y a un autre, pardon, il y a un autre Silva fin août en présentiel. Toujours en présentiel, oui. Exactement. Et après, ça sera sur un autre Campanile en présentiel, un petit peu plus au nord de Paris. Oui, c'est à 10 minutes de distance. C'est pas exactement, c'est pas très loin. Donc, de toute façon, vous aurez toutes les infos. Je vous rappelle, vous pouvez avoir toutes les infos aussi bien de nos amis belges, suisses que en France sur la méthode silva.ch, BE, etc., etc. Je vous mets comme d'habitude les liens en description. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. À très vite. Merci Lise. Salut.